Tiens, Madeleine. Comme ça, tu auras de quoi t'occuper pendant tes longues journées. Elle a dit cela en riant, au milieu des papiers dorés et des lumières scintillantes, en me tendant un paquet trop allongé pour être innocent. Tout le monde a ri. Moi, non. Je l'ai déballé lentement. Le papier rouge a glissé sur le parquet, et le bruit du ruban a semblé durer une éternité. À l'intérieur, un balai. Pas un balai élégant, ancien ou symbolique. Non. Un balai en plastique, jaune vif, avec son manche télescopique et sa petite étiquette « Design ergonomique ». Un balai de supermarché. J'ai levé les yeux. Lucie, ma belle-fille, me regardait, triomphante, comme une enfant fière de sa plaisanterie. Autour d'elle, les autres riaient encore. Mon fils, un peu gêné mais incapable d'arrêter le rire général. Les petits-enfants, intrigués, se tordant sur le canapé. Même la tante Evelyne, qui ajouta « Ah, au moins elle ne perdra pas la main ». Leurs rires s'entrechoquaient, légers, presque amicaux. Mais à l'intérieur de moi, il y eut un craquement. Pas un grand bruit, non un bruit de porcelaine fine qui se fend. J'ai souri, par réflexe. On sourit toujours. À mon âge, on croit qu'un sourire suffit à sauver la dignité. J'ai dit doucement « Merci, c'est pratique ». Et j'ai posé le balai contre le mur. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ce mur, justement. Blanc, impeccable, sans tache. Il ne demandait rien, n'attendait rien. Et pourtant, il me ressemblait. Une surface propre qu'on entretient, qu'on admire, puis qu'on oublie. Lucie a repris. « C'est une petite blague, Madeleine. Tu sais bien que je t'adore. » Les autres ont ri encore, soulagés. Je crois que ce sont les rires qui m'ont le plus blessé, plus encore que le cadeau lui-même. Ce rire collectif qui valide l'humiliation, qui la rend drôle. Le rire qu'on réserve à celles qu'on croit inoffensives. Je les ai regardés un à un. Mon fils évitait mon regard. Il tranchait la bûche avec application, comme s'il tenait un scalpel. Je me suis demandé à quel moment il avait cessé d'avoir honte. Quand avait-il appris qu'on pouvait rire d'une mère sans se salir les mains? Le repas a continué, pesant. Lucie commentait tout, comme toujours. La cuisson, la décoration, la table, un peu vieillotte, que j'avais pourtant offerte. Je la laissais parler. Je coupais ma viande avec lenteur, comme si chaque geste devait absorber le bruit autour. Et chaque fois que je baissais la tête, je voyais, dans le coin du salon, le balai jaune. Il brillait sous les guirlandes, insolent, dérisoire, planté là comme un drapeau sur un territoire conquis. Je n'ai pas goûté au dessert. J'ai dit que j'avais mal au ventre. Lucie a répondu « Trop de chocolat. À ton âge, il faut se ménager. » Et tout le monde a ri, encore. J'ai hoché la tête. Oui, à mon âge, il faut se ménager. Mais pas de la façon qu'il croit. Quand je suis rentrée chez moi, la nuit était glaciale. La lune dessinait une ligne pâle sur la neige. Je portais encore le balai sous le bras. Je n'avais pas osé le laisser chez eux, de peur qu'ils y voient une susceptibilité. Je l'ai posé dans l'entrée, contre le vieux buffet. Il avait l'air de me narguer. Je suis allée dans la cuisine. Le silence y était total. J'ai allumé la lampe à abat-jour vert, celle de Pierre. Sur la table, il restait quelques miettes de la brioche du matin. J'ai poussé une assiette, lentement, et j'ai compris que quelque chose venait de finir. Ce n'était pas seulement Noël, c'était l'illusion d'appartenir encore à leur monde. Je me suis assise. J'ai pris mon carnet vert, celui où j'écris depuis la mort de Pierre. Page blanche. J'ai noté « 24 décembre ». Lucie m'a offert un balai. Tout le monde a ri. Moi, j'ai compris. Il ne me voit plus comme une mère, ni même comme une invitée. Je suis devenue la poussière qu'on balaye après la fête. Je suis restée longtemps à regarder cette phrase. Puis j'ai ajouté, presque sans réfléchir, ne plus pleurer, observer, préparer. Le mot préparer m'a apaisé. Il m'a redonné une direction. Je me suis couchée tard, sans éteindre la lampe. Et dans la lueur verte du soir, j'ai regardé l'ombre du balai sur le mur. Longue, droite, silencieuse, presque digne. Je ne sais pas quand Noël a commencé à sentir le plastique. Dans mes souvenirs, il sentait la cire d'abeille, la pomme au four et la laine mouillée des manteaux qu'on faisait sécher près du poêle.
L'hiver avait une lumière d'étain et une douceur obstinée. On se serrait pour tenir, on parlait bas, on chantait faux. Et personne n'avait honte d'être ému devant une orange. Chez mes parents, la table n'était jamais tout à fait blanche. Il y avait toujours une tache de vin ancien, une brûlure de bougie, un fil tiré que ma mère repassait du plat de la main. Elle disait que les nappes, comme les vies, se lissent mieux quand on les aime. Je l'aidais à couper le pain en tranches épaisses. J'apprenais la patience dans la vapeur du pot au feu. On goûtait avant d'assaisonner, on posait la main sur le couvercle pour entendre la casserole parler, on surveillait la flamme comme on surveille un secret. Je revois les veillées, l'horloge au tic-tac sûr, la radio qui grésille, mon père penché sur les bûches. Ma mère sortait le grand saladier en grès, celui qui a fissuré au coin mais qui tient encore. Elle montait les blancs en neige à la fourchette, le batteur fatigue l'âme du blanc, répétait-elle. Et je croyais dur comme fer que la douceur exigeait des efforts lents. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait raison pour bien d'autres choses. J'avais 10 à 9 ans quand j'ai rencontré Pierre, devant l'étal du confiseur, un 20 décembre glacé. Il portait un manteau trop léger et un regard qui réchauffait. Il m'a tendu une papillote. « C'est pour vous, mademoiselle. » J'ai ri. Il a rougi. Nous avons marché jusqu'au pont. Nos souffles faisaient de petits nuages. J'ai croqué la papillote et, à travers le papier étoilé, je nous ai vus déjà. 2 silhouettes patientes, des mains pleines de choses simples. Le soir même, j'ai écrit son prénom dans mon cahier, juste au-dessus d'une recette de sablé. Je n'ai jamais su si c'était un présage, mais l'amour, chez nous, a toujours eu le goût du beurre et du sucre. Nous nous sommes mariés au printemps, de ceux qui sentent encore l'hiver. La salle des fêtes avait des guirlandes de papier crépon qui tombaient, et nous avons ri de tout ce qui tenait de travers. Pierre disait que le bonheur n'a pas besoin d'angle droit. Il est devenu instituteur, je me suis fait la gardienne de notre maison neuve, la petite au volet vert qu'on a repeinte 3 fois par pauvreté heureuse. Nous n'avions presque rien, sauf cette certitude partagée. Il y aurait toujours une table, des assiettes chaudes, une place en plus au cas où. La générosité est un réflexe qu'on décide tôt. Avec le temps, j'ai commencé mes carnets. Des cahiers à lignes bleues, achetés à l'épicerie, où je notais tout. Les proportions exactes de la blanquette le jour de la neige, l'astuce pour garder la dinde moelleuse, la phrase de Pierre quand il goûtait « encore une minute de feu doux, et ce sera une consolation ». J'aimais ce mot-là, consolation. La cuisine n'était pas un concours. C'était une manière de tenir le monde pour qu'il ne s'écroule pas. Les premiers Noëls à 2 avaient le silence large des commencements. Nous faisions une bûche toute tordue, une dinde trop grande pour notre faim, et nous portions des assiettes aux voisins. Quand notre fils est né, j'ai cousu des bavoirs dans de vieux torchons, j'ai appris la géographie des nuits. Dans mes carnets, les recettes se sont mises à côtoyer des phrases de mère. Ne pas réveiller l'enfant pour montrer qu'il dort la joie offre mieux que la preuve. Pierre découpait le rôti en fines tranches, puis donnait le premier morceau à celui qui a eu l'année la plus rude. « La table doit réparer », disait-il. À force, j'ai cru que c'était une loi. Les traditions se sont empilées comme des plats chauds. La veille, je sortais le service du dimanche, je frottais les verres, j'alignais les couverts comme des promesses. Pierre partait chercher le sapin trop tard, rentrait couvert d'aiguilles, se plaignait pour la forme et riait pour de bon. Nous n'avions pas de décoratrice, mais notre salon savait accueillir. Un rideau bien tiré, une bougie épargnée pour la nuit, un bol de clémentine qui brille comme des pièces d'or. Et cette musique un peu usée que Pierre passait chaque année, un disque qui craquait à l'endroit exact où l'on se tenait la main. Je me souviens du premier Noël où notre fils a pu aider. Il avait 5 ans, il battait les œufs avec un sérieux d'ouvrier. J'ai promis, ce soir-là, avec une conviction qui me dépasse encore. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours pour toi un plat qui sent l'enfance. Il m'a demandé si c'était pour toujours. J'ai répondu oui. On ne sait pas, à cet âge-là, qu'on prête serment à la vie entière. Plus tard, quand les moyens ont grandi, nous n'avons pas changé l'essentiel. Nous avons remplacé la nappe trouée. Oui, racheter 2 chaises, certes, mais garder le rituel. Mettre une assiette pour l'invité qui se décide au dernier moment. Déposer une enveloppe sous l'assiette de celui qui n'ose pas demander. Servir plus chaud que faim.
Les années de maladie de Pierre ont affiné nos gestes. J'allégeais les plats, je rallongeais de bouillon, je faisais infuser le thym pour que ça respire mieux. Il disait que je savais cuisiner les difficultés. J'aurais voulu qu'il se trompe. Quand il est parti, la cuisine a rétréci d'un coup. Les casseroles semblaient peser d'un autre métal. Le café refroidissait plus vite. Ma main cherchait la sienne au-dessus de l'eau. J'ai fermé les carnets pendant quelques mois. Puis je les ai rouverts, avec l'idée têtue de ne pas laisser mourir ce que nous avions su tenir. J'ai repris la tarte aux noix, la soupe de poireaux, les pommes au four. J'ai noté, sur la marge, pour ne pas trembler. Pour les jours où la solitude prend le goût du fer, ajouter une cuillerée de crème, l'indulgence est un assaisonnement. Quand notre fils a présenté Lucie, j'ai pensé que la maison allait apprendre une nouvelle voie. Je lui ai offert un moule en fer, qui accroche un peu, mais donne une croûte honnête. Elle m'a remercié poliment. J'ai voulu croire que la filiation se fait par les mains et par les plats. Les premiers temps, nous avons cuisiné côte à côte. Elle photographiait, je mesurais, l'une parlait d'optimiser, l'autre de laisser prendre. Je me disais que les époques peuvent s'aimer si elles s'écoutent. De cette vie d'avant, il me reste des images qui ne pâlissent pas. Pierre qui souffle sur la soupe et me regarde au-dessus de la louche, la buée sur les vitres quand on ouvre le four, le bruit du couteau sur la planche comme une musique d'hiver, un enfant qui s'endort avec une miette au coin de la bouche, une table trop petite pour tout ce que l'on a à donner. Et cette promesse faite à voix haute, un soir de clochette. Tant que je serai là, il y aura une assiette pour toi. Oui, j'ai tenu la promesse longtemps, parfois maladroitement, souvent avec obstination. Ce qui a changé, ce n'est pas ma parole. C'est l'époque qui, un jour, a trouvé la tendresse encombrante. Je ne reproche à personne d'aimer le neuf, je demande seulement qu'on n'humilie pas ce qui a prouvé sa douceur. Quand je tourne les pages de mes carnets, j'entends encore la respiration de la maison. Lente, sûre, confiante. Ce n'était pas l'ancien temps. C'était la manière de tenir debout sans faire de bruit. C'est cela que j'ai perdu. Un soir de papier doré, quand on m'a tendu un balai. Pas seulement une place à table l'évidence d'avoir été utile. Mais la mémoire, elle, ne se range pas dans un placard. Elle revient par le parfum d'un plat simple, par un geste exact, par une phrase qu'on n'a jamais cessé d'entendre. Encore une minute de feu doux, et la consolation viendra. Ce n'est jamais brutal, le rejet. Il commence comme une poussière, qu'on ne remarque pas. Un mot effacé, une chaise déplacée, un regard qui glisse. Les premiers temps, j'ai cru rêver. Lucie venait souvent à la maison, prétextant de m'aider. Elle rangeait, reclassait, optimisait. Je la voyais ouvrir mes placards avec la légèreté des gens qui ne demandent plus la permission. « Tu devrais jeter ça, Madeleine, » disait-elle. « C'est vieux. » Je répondais. « C'est solide. » Elle souriait. « Oui, mais ça fait dater. » Le mot dater a commencé à creuser un petit trou dans ma poitrine. Je ne savais pas encore qu'il allait s'y loger pour longtemps. Peu à peu, mes objets ont changé de place. Le moule en fer que Pierre m'avait offert pour les tartes honnêtes a disparu du tiroir du haut. Remplacé par un moule en silicone rose, les torchons brodés par ma mère sont passés dans un sac pour la collecte. Mon vieux pot à sel a atterri sur le balcon pour faire rustique. Tout avait l'air d'un détail, et pourtant tout se déplaçait, comme si la maison glissait vers quelqu'un d'autre. Lucie disait « Il faut vivre avec son temps, Madeleine ». Je répondais « Docile ». Sans doute. Mais dans ma tête, je pensais « Je vis encore avec le mien, et il n'est pas mort ». Mon fils, lui, ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait rien voir. Quand je lui disais « Elle change tout », il répondait « Elle t'aime bien, tu sais. C'est sa façon d'aider ». Alors je me taisais. On apprend vite à se taire quand on ne veut pas devenir celle qui se plaint. Les repas ont commencé à se transformer aussi. Lucie apportait des plats préparés à l'avance. Elle posait les siens au centre, reléguait les miens au bord. « C'est plus léger », disait-elle. Et moi, je servais ces recettes avec mes cuillers. Je me suis mise à douter de mes gestes, de mes goûts, de ma place. Un soir, j'ai voulu faire mon gratin de pommes de terre. Elle m'a arrêtée. « Oh non, c'est trop lourd pour eux. Eux, mon fils, mes petits-enfants. »
comme si je n'en faisais plus partie. Un jour, elle m'a dit en riant, « Tu devrais noter tes recettes sur une clé USB. Ton carnet, c'est mignon. Mais personne ne saura le lire quand tu ne seras plus là. » J'ai souri, parce qu'on sourit toujours. Mais en rangeant le soir, j'ai serré mon carnet vert contre ma poitrine. C'était ma mémoire, mon territoire, mon dernier morceau de voix. Il y a eu aussi les invitations oubliées, un déjeuner organisé sans moi, par mégarde. Un message reçu trop tard. On pensait que tu ne voulais pas venir. Ou ces phrases douces comme du vinaigre. On a peur que tu te fatigues. Reste tranquille. On s'en charge. Traduction. Disparaît doucement, sans faire d'ombre. J'ai remarqué que ma chaise n'était plus toujours mise à table. On attendait de voir si je venais. Alors je venais, exprès, pour l'obliger à retrouver sa place. Mais parfois, je m'asseyais ailleurs, juste pour mesurer combien la place n'a d'importance que lorsqu'on la retire. Les petits-enfants, eux, restaient tendres. Ils me prenaient la main, me demandaient des histoires. Mais même là, Lucie intervenait. Ne la fatiguez pas, laissez-la tranquille. Et les enfants s'éloignaient, comme si mon amour était contagieux. Je regardais leur dos, si léger, et je pensais, elle m'efface par précaution. La maison de mon fils jadis, pleine de mon odeur de soupe et de cire, s'est peu à peu aseptisée. Tout y sentait la vanille artificielle et le savon neuf. Les rideaux que j'avais cousus ont disparu. Un jour, j'ai demandé « Qu'en as-tu fait ?» Lucie a répondu « On les a donnés. Ils étaient démodés. » J'ai regardé la fenêtre nue et j'ai murmuré « Oui, démodés. » Mais dans ma tête, j'ai entendu Pierre. Les fenêtres, c'est ce qui relie la maison au monde. Et j'ai compris qu'elle essayait de refermer la mienne. Elle disait souvent que j'étais attachée aux vieilleries. Je n'ai jamais su si elle parlait des objets ou de moi. Puis sont venues les remarques plus franches. Tu devrais penser à simplifier tes affaires. Tu sais, quand on vieillit, il faut anticiper. Anticiper quoi? La disparition? La mise au placard? J'ai noté ces phrases dans mon carnet, sans colère. Je voulais garder des preuves, au cas où la mémoire faiblirait. Page 27. Les humiliations les plus douces sont les plus dangereuses. Elles font croire qu'on exagère. Une fois, elle a organisé un atelier rangement avec les enfants. Ils ont sorti mes vieilles boîtes d'étain, mes napperons, mes photos. Elle disait « On va trier !» et les enfants riaient. J'ai vu la photo de mon mariage passer de main en main comme une carte postale jaunie. Lucie a soufflé « Tu étais belle, Madeleine. On ne t'aurait pas reconnue. » Et tout le monde a ri. J'ai souri. Mais dans ma tête, une phrase s'est inscrite, nette. Ils rient de ce qu'ils ne comprennent plus. À partir de là, j'ai su. La dépossession ne se fait pas par vol, mais par remplacement. On ne m'enlevait rien. On m'enroba de gentillesse pour que je me retire moi-même. Leur modernité était un papier cadeau autour d'un vide. Le soir, je rentrais chez moi. Je posais mes clés. Et j'avais l'impression d'être revenu d'un pays étranger. Je faisais un thé, je feuilletais mes carnets. Je relisais les recettes de Pierre, les phrases de ma mère. Et je murmurais, tant qu'il me restera l'encre, personne ne m'aura entièrement effacé. Ce soir-là, pourtant, j'ai compris qu'on préparait ma disparition sociale, comme on prépare une pâte trop souple, lentement, avec patience, en y ajoutant des sourires pour la rendre docile. Et j'ai commencé, moi aussi, à préparer quelque chose. Pas une vengeance, une résistance, silencieuse, calculée, une manière d'habiter encore le monde, même s'il me croyait déjà dehors. Je crois que chaque femme a un jour précis où son silence cesse d'être un refuge pour devenir une preuve. Pour moi, ce fut un lundi de novembre, gris et tranchant comme un couteau. Lucie était passée la veille, encore une fois, pour m'aider à ranger les papiers. J'avais laissé faire la fatigue, l'habitude. Elle avait ouvert les tiroirs du secrétaire de Pierre, ce meuble qu'il avait ciré chaque automne, où reposaient nos lettres, nos factures, nos assurances, notre mémoire. Elle triait, commentait, riait. Mon Dieu, mais vous gardez tout. Même les quittances d'électricité des années 80. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas remarqué tout de suite qu'elle avait glissé une chemise beige dans son sac entre deux dossiers. Le lendemain, en cherchant un reçu, j'ai constaté le vide, une fente dans la pile, un espace trop net.
J'ai d'abord cru à une erreur, puis mon œil a suivi la trace d'un papier arraché trop vite. La chemise manquante contenait les copies de mon testament, celui rédigé après la mort de Pierre, ainsi qu'un document signé avec notre notaire pour la maison familiale. Ces papiers-là, je les gardais toujours ensemble, comme une amulette contre l'ingratitude du temps. Je me suis assise. Mon cœur battait fort, mais mon visage est resté calme. J'ai attendu la fin de la journée. Puis j'ai appelé mon fils. « Dis-moi, » ai-je dit doucement. « Lucie a pris des papiers hier. » Un silence. « Oui. » « Peut être. » Elle voulait vérifier quelque chose pour la maison. Tu sais, pour t'aider. Pour m'aider? Oui. Elle disait qu'il serait plus simple qu'on prépare tout. Tout quoi? Enfin, au cas où, maman. Pour plus tard. Pour plus tard. 2 mots anodins, mais qui sonnaient comme une signature anticipée sur ma disparition. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert mon carnet vert. Et j'ai écrit. Ils ont commencé à ranger ma mort. Je suis restée là, longtemps, à regarder la flamme de la bougie. Puis j'ai pensé à Pierre. Je l'ai revu, assis à cette même table, lisant le journal à voix haute. On ne perd rien tant qu'on sait lire les lignes. Je me suis dit que c'était le moment d'apprendre à lire les miennes. Le lendemain, j'ai pris le bus pour aller jusqu'à la maison de mon fils. Je n'avais rien dit. Lucie m'a ouverte, surprise, faussement souriante. « Madeleine, quelle visite inattendue !»« Oui, » ai-je dit, « inattendue. » Je suis entrée. Les enfants étaient à l'école, le salon impeccablement rangé. Sur la table basse, une pile de documents. J'ai reconnu la chemise beige. Elle était là, posée bien en évidence, comme si le mensonge se croyait invisible. Je me suis avancée, j'ai tendu la main. « Tu permets ?» Lucie a tenté un rire nerveux. « Oh, ce n'est rien. Juste des papiers de gestion. Mais je l'avais déjà ouverte. Dedans, mes copies, mes signatures, mes dates, mon écriture et une feuille de plus, que je n'avais jamais vue. Un projet de procuration à leur nom. Je l'ai lu en silence. Puis j'ai levé les yeux vers elle. « Tu allais me la faire signer quand? Entre le dessert et le café ?» Elle a pâli. « Mais non, tu te trompes. C'est juste une ébauche, une suggestion de dépossession. » Intéressant. Je n'ai pas crié. J'ai remis chaque feuille dans la chemise, avec soin, comme on enterre un mort qu'on refuse de salir. Je l'ai refermée. Puis j'ai dit, « Je te la laisse. Elle te brûlera les doigts avant la fin de l'hiver. » Et je suis partie. Dehors, il pleuvait finement. La rue sentait le fer. Je marchais sans parapluie, mais droite. Chaque pas résonnait comme une phrase. Ils ont voulu m'anticiper. Je vais les surprendre. En rentrant, j'ai essuyé mes chaussures, allumé la lampe verte et ouvert un dossier neuf. J'y ai rangé une copie de chaque document important. Puis j'ai noté sur la couverture. Dossier vérité, ne pas ouvrir sans comprendre. Ce soir-là, j'ai relu toutes les pages de mon carnet. Chaque remarque, chaque sourire, chaque phrase anodine y prenait un autre sens. Je voyais le puzzle complet. Les invitations oubliées, les tu devrais simplifier, les pour ton bien. Rien n'était gratuit. Tout était une préparation. Et j'avais été la seule à ne pas vouloir le croire. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. J'ai vu une femme au visage calme, mais au regard neuf. Ce n'était pas la vieille Madeleine résignée. C'était quelqu'un d'autre. Une femme qui venait de comprendre que le pouvoir de dire non est le dernier refuge de la dignité. Avant de me coucher, j'ai glissé la clé du secrétaire dans un tiroir secret du buffet. J'ai serré les poings. « Vous vouliez prévoir ma fin » ai-je murmuré. « Mais vous avez déclenché mon commencement. » Puis j'ai soufflé la lampe. La pièce est restée dans le noir, pleine d'un silence nouveau, non plus celui qu'on subit, mais celui qu'on choisit avant d'agir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le vent frappait les volets, régulier, obstiné, comme une main qui veut entrer. Sur la table, la chemise beige me fixait encore, même refermée. Je voyais à travers le carton son secret, sa trahison polie. Je suis restée longtemps à la contempler, sans bouger. Je crois que c'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est remis debout. J'ai pensé à Pierre. Je l'imaginais dans sa vieille veste de velours, assis à cette même place, en train de lire ses journaux. Il disait souvent
Le mal, Madeleine, ne s'impose pas toujours par la force, il s'installe par commodité. Cette phrase m'est revenue comme une prière. Lucie n'était pas violente, elle était commode. Elle arrangeait, simplifiait, anticipait, et moi, depuis des années, j'avais laissé faire, au nom de la paix. Je me suis levée, j'ai pris une couverture, je me suis assise près de la fenêtre. La lune dessinait une ligne d'argent sur le sol. J'ai ouvert mon carnet vert. La page suivante était vierge. Je l'ai remplie d'une seule phrase, écrite lentement, en tremblant. Je ne suis pas née pour qu'on m'efface doucement. Les heures ont passé. Les souvenirs se sont mêlés au raisonnement, les émotions à la logique. C'est étrange, la clarté qui vient avec la fatigue. Quand le corps cède, l'esprit s'épure. J'ai repassé chaque détail. Le balai jaune, les torchons donnés, le dossier volé, les rires. Et derrière tout cela, la même idée. Me rendre inoffensive. J'ai compris alors que l'humiliation est une stratégie. On vous fait honte pour que vous renonciez avant qu'on vous prenne. Et moi, j'avais obéi, par réflexe, par habitude de douceur. J'ai pensé à toutes ces femmes que j'avais connues, mes voisines, mes amies, mes cousines. Toutes avaient été aidées, soulagées, simplifiées, et toutes avaient fini par disparaître sans un cri. Je n'étais pas meilleure qu'elles, mais j'avais le temps devant moi et la lucidité. À 80 ans, on n'a plus peur du scandale, ni du regard. Ce qu'on craint, c'est de mourir sans avoir été comprise. J'ai fait chauffer de l'eau, préparé une tisane au tilleul. Je me suis installée à la table, la vapeur me caressant le visage. Puis j'ai commencé à écrire, non plus comme une victime, mais comme une témoin. Chaque phrase devait peser. J'ai noté les dates, les faits, les phrases exactes. Dimanche 12 juin. Lucie a emporté des papiers. Vendredi 8 octobre. Suggestion de vendre pendant que je suis encore lucide. 24 décembre. Le balai. Chaque ligne était une couture. Je reprenais possession de mon histoire point par point. À l'aube, j'ai fermé le carnet. J'étais épuisée, mais calme. Un calme neuf, dense, presque physique. Je me suis dit, le pire est passé. Maintenant, il reste à agir. Agir, mais comment? J'ai longtemps cru que l'action devait faire du bruit, produire des éclats. Mais je savais qu'un éclat, à mon âge, se retournerait contre moi. On me traiterait d'aigrie, de folle, de vieille rancunière. Non, il me fallait autre chose. La méthode. J'ai regardé autour de moi. Les objets familiers semblaient m'observer. La lampe verte, le fauteuil de pierre, le secrétaire vidé, tout prenait une importance nouvelle. C'était mon décor, mon champ de bataille discret. Je n'avais pas besoin de sortir, ni de crier. J'avais besoin de comprendre la mécanique de la dépossession, pour la démonter pièce par pièce. Je me suis mise à relire les lettres anciennes, celles où Pierre expliquait nos placements, nos contrats. J'ai sorti les classeurs d'assurance, les relevés, les actes notariés. Je les ai relus à voix haute, comme on récite un poème oublié. Les mots avaient une musique que je reconnaissais, celle de la vérité qu'on avait voulu me cacher sous prétexte de protection. Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque municipale. Une salle silencieuse, des rayonnages vides, une lumière pâle. J'y ai demandé des livres de droit successoral. La bibliothécaire m'a regardé avec étonnement. « Vous préparez un dossier ?»« Non, ai-je dit. Je prépare ma tranquillité. » J'ai lu pendant des heures. Des articles, des décrets, des cas concrets. J'apprenais à nommer ce qu'on m'avait fait. Abus de faiblesse, pression psychologique, tentative de captation. Des mots durs, froids, mais justes. Je les ai recopiés soigneusement. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la mise au clair. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé une carte de Lucie dans la boîte aux lettres. Une carte colorée avec écrit « Pensées affectueuses ». À l'intérieur, juste une phrase « On t'aime, mais tu deviens difficile à comprendre ». Je l'ai reposée sur la table. Et j'ai murmuré « C'est que je redeviens lisible, Lucie. Voilà le vrai problème. » Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, presque heureux. Les insomnies, quand elles ont accouché d'une décision, cessent d'être des tortures. Elles deviennent des accoucheuses. Je rêvais que Pierre marchait devant moi, sur une route de campagne. Il se retournait et disait
Tu vois, Madeleine, ce n'est pas la colère qui te sauvera, c'est l'ordre. Je me suis réveillée avec cette phrase dans la tête. Dès le matin, j'ai sorti un nouveau dossier, vierge. Sur la première page, j'ai écrit en lettres droites « Préparation », puis en dessous, presque religieusement « Rendre à la dignité sa signature ». Je savais ce qu'il me restait à faire. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, je n'allais pas me venger. Je n'allais pas crier. J'allais simplement remettre ma vie en ordre avec la même précision qu'autrefois, quand je rangeais les couverts pour Noël. Je ne savais pas encore jusqu'où cela me mènerait. Mais j'avais retrouvé la chose la plus précieuse qu'il voulait me retirer. Le goût de décider par moi-même. Et cela, je le sentais, serait le début de leur défaite silencieuse. Il faut une infinie patience pour remettre sa vie dans le bon sens, sans que personne ne s'en doute. J'ai commencé par les papiers, pas les grands, pas ceux qu'on exhibe avec fierté, non. Les petits, ceux qu'on croit inutiles, factures, correspondances, attestations d'assurance. Je les ai classés, datés, numérotés. Chaque page devait pouvoir témoigner si un jour ma parole venait à manquer. Puis je suis allé voir le notaire. Pas celui de mon fils, un autre. À l'autre bout de la ville, un homme discret qu'on m'avait recommandé. J'ai pris rendez-vous sous un nom de jeune fille. Madeleine Chassaigne. Cela faisait des années que personne ne m'appelait ainsi. Ce nom-là, c'était ma première résistance. Le bureau était calme, un peu sombre. Une pendule battait au mur, comme un cœur tranquille. Le notaire, maître Louvel, m'a reçu sans me presser. « Dites-moi, madame, que puis-je faire pour vous ?» J'ai sorti mon carnet vert. J'ai ouvert la page du 12 juin, celle où j'avais écrit. Ils ont commencé à ranger ma mort. Je lui ai lu tout, lentement, sans un mot de trop. Il m'a écouté, immobile, les doigts croisés. Puis il a dit « Vous savez, madame, ce que vous décrivez est malheureusement fréquent. Je ne veux pas me battre, ai-je répondu. Je veux simplement redevenir propriétaire de ma tranquillité. » Il a souri, presque avec respect. Alors il faudra agir dans le calme. La discrétion est la meilleure des protections. Nous avons passé 2 heures ensemble. Il a vérifié les titres de propriété, les signatures, les clauses. À chaque fois qu'il notait quelque chose, il m'expliquait. Ici, il suffit d'une procuration pour que tout parte à leur nom. Là, une révision du testament s'impose. Et ça, il faut le mettre sous pli scellé, à l'étude. Quand il a terminé, il m'a regardé. « Je peux vous préparer tout cela, madame, mais il faudra venir signer seul, sans prévenir personne. »« Seul ?» ai-je répété. C'est exactement ce que je voulais. Je suis sortie du bureau légère, presque rajeunie. La pluie venait de s'arrêter. Le trottoir brillait comme s'il me rendait hommage. Les jours suivants, j'ai poursuivi mon travail comme une ouvrière silencieuse. À la banque, j'ai ouvert un nouveau compte à mon nom de naissance. La conseillère, une jeune femme douce, m'a demandé « Vous voulez que je prévienne votre fils pour les transferts ?» « Non, ai-je dit. C'est un petit compte personnel, pour mes loisirs. » Elle m'a souri. Personne ne soupçonne qu'une femme âgée peut encore avoir des loisirs d'indépendance. J'ai aussi rédigé une lettre à mon médecin, lui demandant de certifier mon entière lucidité. Une précaution. On dit que les vieilles femmes exagèrent, qu'elles ne se rendent plus compte. Je voulais qu'on sache, le moment venu, que chaque geste avait été réfléchi, signé, voulu. Chaque soir, en rentrant, je rangeais mes nouveaux documents dans une pochette grise. Sur l'étiquette, j'ai écrit d'une main ferme « À ouvrir en cas de doute, vérité en ordre ». Et quand Lucie m'appelait, je répondais avec douceur. Je n'ai rien changé à ma voix. Je la laissais croire que tout redevenait comme avant. « Comment tu vas, Madeleine ?»« Bien, ma chérie. Je range un peu. Tu sais, à mon âge, on fait du tri. C'est très bien ça. Il faut se simplifier la vie. »« Oui, ai-je dit. Se simplifier la vie. » Elle ne savait pas que, pendant qu'elle riait, j'étais en train de lui ôter le pouvoir ligne par ligne. Le notaire m'a rappelé 15 jours plus tard. « Tout est prêt, madame. Nous pouvons signer. » Je suis venue seule, un matin d'hiver. Il a sorti les papiers. Chaque signature était comme une respiration nouvelle. Je signais pour Pierre, pour ma mère, pour toutes celles qu'on avait aidées à se simplifier. Ma main tremblait un peu,
mais mon regard ne faiblissait pas. À la fin, Maître Louvel a rangé les documents dans une grande enveloppe cachetée. Voilà, il a posé son sceau. Désormais, madame, plus personne ne pourra agir sans votre accord. Même pas s'ils me font passer pour folle? Il a souri. Surtout pas. Vous êtes protégée par votre lucidité et par la loi. Je suis rentrée à pied. Le vent sentait la neige. J'ai acheté un petit bouquet de mimosas, le premier de la saison. Pierre adorait ça. En rentrant, je l'ai mis dans un vase et j'ai murmuré. Voilà mon amour. Cette fois, c'est moi qui ai signé la paix. Mais la vraie victoire, ce n'était pas le papier. C'était le rôle que j'avais appris à jouer, celui de la femme inoffensive. Je souriais plus. Je parlais moins. Je laissais Lucie s'exprimer, imposer ses idées, se croire maîtresse du jeu. Je hochais la tête, je disais « comme tu veux ». Elle ne voyait pas que je prenais des notes dans ma tête à chaque mot. Un soir, elle m'a dit en riant « c'est fou, Madeleine, tu deviens plus sage avec l'âge ». J'ai répondu « oui, Lucie. Mais tu sais, la sagesse, c'est souvent de se taire au bon moment. » Elle a ri sans comprendre. Et moi, j'ai compris qu'elle venait de sceller son ignorance la plus grande de toutes. Celle de croire qu'une vieille femme ne s'est plus préparée. J'ai continué ma comédie tranquille. J'ai ressorti mes vieilles recettes, j'ai invité les enfants, j'ai préparé des plats à l'ancienne. Lucie riait encore de mon beurre et de ma crème. Elle disait que je ne changerais jamais. Elle avait raison. Je ne changerais plus parce que j'étais redevenue ce que j'avais été avant eux, une femme debout, lente, mais indéracinable. Chaque soir, je relisais mes notes, et je savais que le jour viendrait où mes signatures silencieuses parleraient à ma place. La vérité n'a pas besoin de crier. Il lui suffit d'exister dans un tiroir bien fermé. Je me couchais alors dans mon lit tiède, le cœur en paix. Et, avant de fermer les yeux, je murmurais « Bonne nuit, Pierre. Tout est en ordre. » Ils m'ont invité un dimanche, pour déjeuner tranquillement en famille. Lucie m'avait appelé 2 jours avant, d'une voix sucrée. « On aimerait parler de certaines choses, Madeleine, avant les fêtes. Ce sera plus simple de vive voix. Plus simple. » Ce mot, je le reconnaîtrais entre 1000. C'était toujours le mot qu'elle utilisait avant de frapper. Je me suis préparée lentement ce matin-là. J'ai repassé ma blouse grise, celle que Pierre aimait, parce qu'elle ne ment pas sur l'âge. J'ai mis un peu de poudre, sans rouge à lèvres. Je voulais qu'il me croie fatiguée. Les faibles ont le privilège d'être sous-estimés. Quand je suis arrivée, la table était dressée avec soin. Des verres neufs, des assiettes en grès clair, la vaisselle moderne, qu'elle exhibait fièrement. Mon fils m'a embrassé du bout des lèvres. Les enfants couraient dans le jardin. Lucie m'a installée à la place du bout, celle d'où on parle moins, celle qu'on attribue aux grands-mères décoratives. J'ai souri. Je savais déjà que ce jour-là serait leur dernier triomphe. Le repas a commencé dans une ambiance faussement paisible. Lucie faisait tourner la conversation, servait le vin, plaisantait. Puis, au dessert, elle a sorti une chemise blanche, bien propre. Elle l'a posée devant moi, comme on dépose un plat. « Voilà, Madeleine. On a préparé un document, avec Thomas, pour que tout soit clair entre nous. » J'ai levé les yeux vers mon fils. Il évitait mon regard. Lucie a continué, d'un ton assuré. « C'est juste une mise à jour de situation, tu sais, au cas où, pour que la maison et les comptes soient en bonne gestion. » Elle a sorti un stylo. « Il n'y a que ta signature. Rien d'urgent, mais ce serait bien de le faire maintenant. » J'ai pris le papier. Je n'ai pas lu tout de suite. Je voulais savourer le moment, leur donner le temps de se persuader que j'allais obéir. Je sentais mon cœur battre, mais ma main était d'une stabilité nouvelle. Puis j'ai lu un mandat de gestion. Et, plus bas, en petits caractères, une phrase claire, autorisation donnée à Monsieur et Madame Thomas Garnier de procéder à toute décision financière au nom de Madame Madeleine Garnier. J'ai reposé la feuille, doucement. C'est bien écrit, ai-je dit. Vous avez fait ça vous-même. Lucie a ri. Oh non, c'est un ami qui travaille dans le notariat. C'est tout à fait standard. Standard. Le mot de ceux qui veulent effacer les singularités, les volontés, les personnes. Je l'ai répété dans ma tête. Standard. Puis, j'ai ouvert mon sac. Ils n'ont pas compris tout de suite. J'ai sorti une grande enveloppe beige, épaisse, au cachet rouge.
Je les posai à côté de leur chemise blanche. Le contraste m'a semblé magnifique. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucie, soudain moins sûre. « Un document, moi aussi, ai-je dit. Une mise à jour. » J'ai fait glisser l'enveloppe vers elle. Sur le dessus, on pouvait lire en lettres bleues. « Acte enregistré, Maître Louvel, notaire. » Elle l'a touché du bout des doigts, méfiante. Je la regardais sans un mot. Mon fils, lui, fronçait les sourcils. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai fait ce que toute personne raisonnable fait quand elle sent qu'on la dépossède. J'ai protégé ce qui m'appartient. Lucie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je voyais son front se tendre, sa mâchoire se crisper. Elle a chuchoté. « Ce n'est pas possible. »« Si, » ai-je répondu. « Depuis un mois déjà. Tout est signé, enregistré, scellé. Votre projet est, disons, obsolète. » Le silence est tombé d'un coup, lourd comme une nappe mouillée. Je voyais leur visage se décomposer, lentement. Mon fils a murmuré. « Tu ne nous fais pas confiance, alors ?»« Je vous fais confiance, mais pas à vos idées. Ce n'est pas pareil. » Lucie a voulu reprendre contenance. « C'est absurde, Madeleine. Tu dramatises tout. »« Non, Lucie. J'ai simplement appris à lire ce que vous écrivez entre les lignes. Tu appelles ça de la prévoyance. Moi, j'appelle ça une tentative d'effacement. » Je me suis levée. J'ai ramassé leurs chemises blanches, les pliées, et je les déposai dans leurs mains. « Gardez-la, » ai-je dit. C'est peu, être utile pour quelqu'un d'autre. Mon fils s'est levé à son tour. « Tu nous fais honte, tu sais. »« Non, » ai-je murmuré. « C'est votre avidité qui vous fait honte. Moi, je ne fais que la tenir devant vous. » Lucie, blême, a reculé sa chaise. « Tu n'as pas le droit de nous parler comme ça. »« Si. Le droit, je viens de le reprendre, et je le garderai jusqu'à la fin. » Je les ai laissés là, plantés autour de leur table, incapables de bouger. Les enfants, dehors, riaient encore. Inconscient, j'ai pris mon manteau, mon sac, et je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, je me suis tournée une dernière fois. « Vous vouliez m'offrir un balai à Noël, » ai-je dit doucement. « Eh bien, figurez-vous que je viens de balayer les mensonges. » Je suis sortie dans le froid. Le ciel était d'un gris pur, presque lumineux. Je respirais. Je me sentais vivante, droite, simple. Sur le chemin du retour, je n'ai pensé ni à la colère ni au triomphe, seulement à cette étrange paix qui suit la justice rendue. Une justice sans tribunal, sans cri, sans témoin. En rentrant, j'ai posé mon sac sur la table. J'ai sorti mon carnet vert. J'ai noté « Dimanche 12 décembre. Ils m'ont invité pour sceller ma soumission. Je suis venue pour signer ma liberté. » Le piège s'est refermé, mais pas sur moi. J'ai refermé le carnet. Puis, j'ai préparé un thé, lentement. L'eau chantait dans la bouilloire. Le monde semblait à nouveau à ma taille. Je me suis assise dans le fauteuil de pierre. J'ai regardé la flamme de la bougie vaciller. Et j'ai murmuré, presque pour lui. « Tu vois, mon amour, j'ai tenu bon. » Il croyait m'avoir vieille et docile. Mais la vieillesse, c'est aussi la mémoire du droit. Dehors, les premières neiges tombaient. Elles couvraient doucement les traces des pas sur le trottoir. J'ai pensé que c'était bien ainsi. Certaines vérités, comme la neige, n'ont pas besoin de bruit pour tout recouvrir. Les jours qui ont suivi ont eu une clarté étrange, celle qui suit les tempêtes qu'on n'a pas vues venir. Le silence s'est installé d'abord. Pas le mien. Cette fois, le leur. Ni appel, ni message, ni visite. Rien. C'était un vide si parfait qu'il en devenait presque élégant. Je savais qu'il digérait. La honte met toujours plus de temps que la colère à se dissoudre. Et Lucie, surtout, devait ronger sa défaite comme un noyau amer. Je l'imaginais, cherchant ses mots, réécrivant l'histoire à sa manière, parlant de malentendus, pour ne pas dire échec. Une semaine plus tard, c'est Mireille, ma voisine, qui m'a apporté les nouvelles. Au marché, Lucie s'était plainte. Madeleine a tout verrouillé. Elle se méfie de nous. Imaginez. Et certaines femmes avaient hoché la tête, d'autres avaient détourné les yeux. Mireille m'a dit « Elle rit moins qu'avant quand elle parle de toi. » J'ai souri. La vérité, quand elle se répand, fait moins de bruit qu'une rumeur, mais elle colle plus longtemps. Mon fils, lui, ne s'est pas montré.
Il m'a écrit un message court. 3 jours plus tard. On a été maladroit, maman. On voulait juste anticiper. Donne-nous du temps. Je n'ai pas répondu. Il fallait que le silence fasse son œuvre. Le silence, quand il est juste, agit comme le feu. Il purifie les intentions. Les semaines ont passé. L'hiver s'est installé pour de bon. Je vivais au ralenti, mais apaisé. Chaque matin, je buvais mon café en regardant la buée sur la vitre. Et parfois, je me disais que je n'avais jamais eu autant de place dans ma propre vie. Puis, sans prévenir, le désordre s'est étendu à leur maison. Je l'ai appris par hasard. Une amie de mon fils, croisée à la pharmacie, m'a raconté que Lucie avait quitté le domicile quelques jours. Il paraît qu'ils se disputent pour des questions d'argent. M'a-t-elle glissé? J'ai hoché la tête. Je n'ai rien répondu. Mais dans mon cœur, j'ai su que la fissure s'était élargie. Les vérités contenues finissent toujours par s'échapper, même dans les murs les plus neufs. Un matin de février, Thomas est venu. Il n'avait pas prévenu. Il portait ce regard des hommes qui ont trop réfléchi sans trouver les bons mots. « Tu es fâché » a-t-il demandé, debout dans l'entrée. « Non, je suis lucide. » Il s'est assis, a pris la tasse que je lui tendais. Ses mains tremblaient légèrement. Je n'ai pas su dire non, tu comprends? Elle me disait que c'était pour ton bien. Et toi? Tu as cru que j'avais besoin d'un tuteur. Il a baissé la tête. Je me suis laissé faire. Oui, parce que c'était plus simple. Il n'a pas nié. Nous sommes restés un long moment sans parler. Puis il a murmuré. Lucie ne comprend pas pourquoi tu as été si dure. J'ai souri doucement, parce qu'elle confond prévenir et prendre. Il a soupiré. Je crois qu'elle regrette. Elle regrette d'avoir perdu, pas d'avoir trahi. Ce n'est pas la même chose. Il m'a regardé longuement, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la honte, mais aussi du respect. Il a fini par dire « Tu es plus forte que je croyais ». Non, juste moins naïve. Quand il est parti, il a laissé sur la table une enveloppe. Je l'ai ouverte plus tard. C'était une photo ancienne. Lui, enfant, sur mes genoux, un jour de Noël, avec Pierre derrière nous. Au dos, il avait écrit « Je me souviens. J'ai posé la photo sur le buffet, à côté du vase de mimosa. » C'était assez. Les jours suivants, les nouvelles ont continué à circuler, comme les courants d'air dans une maison mal isolée. Lucie disait à qui voulait l'entendre que j'étais difficile, entêtée, sous influence. Mais la plupart des gens avaient déjà compris. Une voisine m'a dit un matin, elle parle beaucoup, mais elle n'est pas tranquille. On sent qu'elle a perdu quelque chose qu'elle croyait acquis. Oui, ai-je répondu. Elle a perdu l'avantage du doute. Je n'ai jamais cherché à me justifier. La vérité, à mon âge, ne se défend plus. Elle s'impose en silence. Un dimanche, les enfants sont venus me voir, seuls. Ils m'ont apporté un dessin. Une maison avec un grand jardin et dessous 3 mots maladroits. Pour mamie libre. J'ai senti mes yeux se brouiller. Je leur ai donné des crêpes. J'ai écouté leurs histoires d'école. Et pendant qu'ils riaient, je me suis dit que tout ce que j'avais voulu sauver était là, sous mes yeux. L'innocence, la continuité, la douceur, tout ce que la cupidité avait voulu piétiner. Un soir, j'ai reçu un appel inattendu. Lucie. Sa voix était sèche, un peu cassée. Je voulais juste te dire qu'on a vendu la voiture. On doit réduire les dépenses. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté. Et je suis désolée. Peut-être. Oui. Je ne voulais pas que ça tourne ainsi. Non, Lucie. Tu voulais que ça tourne à ton avantage, c'est différent. Silence. Puis, plus bas. Tu es cruelle. Non. Exact. Elle a raccroché. Je suis restée un moment à regarder le téléphone. Je n'éprouvais ni joie ni vengeance. Seulement une forme de soulagement grave. Celui d'avoir enfin remis les mots à leur place. Depuis, ils vivent dans un équilibre incertain. Je les vois rarement. Quand je les croise au marché, ils me saluent avec gêne. Mais je n'ai pas d'amertume. La justice, la vraie, n'a pas besoin d'humilier. Elle consiste à laisser chacun seul face à ce qu'il a fait. Chez moi, la maison est redevenue simple, vivante, respirante. J'ai replacé les torchons brodés, le pot à sel, le vieux moule en fer. Chaque objet a retrouvé sa place. Et avec lui, ma paix.
Le balai jaune, je l'ai gardé. Il est dans le placard. Au fond, inutile. Je l'ai conservé comme on garde une preuve. Une relique d'humiliation devenue trophée discret. Certains soirs, je l'aperçois en ouvrant la porte, et je souris. Non pas de rancune, mais de gratitude. Parce que c'est à cause de ce ridicule cadeau qu'un jour j'ai décidé de ne plus me laisser balayer. Le printemps est revenu doucement, comme une respiration qu'on retrouve après trop de silence. Je me suis aperçu que je n'avais plus peur d'ouvrir les volets le matin. Avant, chaque jour commençait par une inquiétude. Un appel, une lettre, une intrusion. Désormais, il commençait par la lumière. Et c'était déjà beaucoup. J'ai décidé de vendre la grande maison. Pas pour fuir, mais pour m'alléger. J'ai choisi l'acheteuse moi-même. Une jeune femme, institutrice, veuve aussi. Elle avait cette façon de toucher les murs, avec respect, comme si elle comprenait qu'ils avaient une mémoire. Le jour de la signature, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé la main sur la table et dit « Prenez-en soin. Cette maison s'est écoutée. » Je suis parti avec 2 valises, mes carnets et la lampe verte de pierre. Tout le reste, j'ai laissé. Je ne voulais pas d'un passé encombrant, seulement d'un présent habitable. J'ai trouvé un petit appartement en bord de mer, à Saint-Briac. 2 pièces, un balcon, et la mer en face pas trop près, juste assez pour l'entendre respirer la nuit. Le premier soir, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait le sel, le pain chaud et le silence. Je me suis dit que j'étais enfin arrivé quelque part. Non pas dans un lieu, mais dans ma propre vie. Les premiers jours, j'ai beaucoup marché. Je découvrais le port, les rochers, les bancs. Les gens ici disaient bonjour sans insister, comme s'ils savaient qu'il faut du temps pour se remettre à exister. La boulangère m'appelait Madame Madeleine. Le pêcheur du coin m'apportait parfois du bar frais pour goûter à la vraie mer. Je parlais peu, mais je souriais souvent. J'ai retrouvé le goût de cuisiner. Une cuisine simple, pour moi seul. Soupe de carottes, œufs mollets, tarte aux pommes. Chaque geste redevenait une caresse. Je me suis surprise à fredonner en battant les œufs. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était la mémoire qui reprenait son souffle. Un matin, j'ai ressorti le vieux carnet vert. Je l'ai posé sur la table du balcon. Le vent tournait les pages, comme s'il cherchait une suite. J'ai ajouté une phrase. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont laissé seul que je le suis. Le monde m'attendait, simplement ailleurs. Puis j'ai commencé un nouveau carnet. Couverture bleue cette fois. Plus claire, plus souple. Sur la première page, j'ai écrit « Carnet de recommencement ». J'y note des choses différentes. La couleur du ciel à Sept 14, le prénom d'une voisine rencontrée au marché, le cri des mouettes au moment du café, la texture du sable froid sous mes mains. Des riens, mais des riens vrais. J'ai compris que la liberté, à mon âge, ce n'est pas de voyager loin, c'est de ne plus devoir demander la permission d'exister. Un jour, Thomas est venu me voir. Seul, il a apporté des fleurs et un panier de viennoiseries. Nous avons marché sur la plage. Il ne s'excusait plus, il ne se justifiait plus. Il me parlait comme à une femme, pas comme à une mère fragile. « Tu as l'air bien, hâte », il dit. « Oui, je me soigne à la mer. » Il a ri. Et la mer réussit mieux que les médecins, on dirait. Parce qu'elle n'écoute pas mes excuses, ai-je répondu. Avant de repartir, il m'a embrassé sur le front et m'a glissé. « Tu m'as appris une chose, maman. Il ne faut jamais signer pour simplifier. » Je l'ai regardé. Ses yeux étaient ceux du petit garçon qui, jadis, me demandait si la soupe refroidirait sans lui. Et moi, ai-je dit, j'ai appris qu'on ne perd jamais tout tant qu'on garde la capacité d'écrire son nom. Quand il est parti, j'ai marché longtemps sur le sable. Le ciel se teintait de rose, la mer faisait ce bruit de drap qu'on replie. J'ai pensé à Pierre, à mes parents, à toutes ces voix qui m'habitaient encore. Elles n'étaient pas tristes. Elles étaient là, mêlées au vent, comme des présences apaisées. Depuis, ma vie est faite de choses simples. Je lis, je couds, j'écris. Le matin, je salue la mer. Le soir, je lui parle. Elle ne répond pas, mais elle me comprend. Je n'attends plus rien de personne. Mais parfois, quand je croise des femmes âgées au marché, avec leurs sacs lourds et leurs épaules basses, j'ai envie de leur dire « Ne laissez personne ranger votre vie à votre place ». Je ne le dis pas, bien sûr, mais je le pense fort.
en silence. C'est une phrase que je dépose dans l'air, comme un secret. Je ne ressens plus la colère. Elle a fondu, comme la glace des toits en mars. Il ne reste que cette paix étrange, celle qu'on trouve après avoir survécu à la honte. Une paix sans bruit, sans gloire, mais invincible. Le soir, j'allume la lampe verte de pierre. La lumière est douce, un peu trouble. Je bois une tisane, j'écoute les vagues. Et parfois, je ris seul. Pas d'eux. De moi, de celle que j'ai été, celle qui croyait qu'un balai offert à Noël pouvait lui voler sa dignité. Non, ce n'était qu'un signe, un avertissement. Et ce ridicule objet, aujourd'hui, me rappelle chaque jour que la vraie force, c'est de rester droite quand tout le monde vous pousse vers la poussière. La mer est calme ce soir. Je l'entends respirer derrière les vitres, lente et sûre, comme un cœur immense qui n'a plus peur de rien. Le ciel, lui, s'est teinté d'un bleu d'encre presque noir. Il n'y a plus qu'une étoile, fixe, obstinée, là-haut. J'aime la regarder avant de dormir. Elle me rappelle que même les lumières lointaines finissent toujours par se voir, à condition de ne pas cligner trop tôt. Je suis seule, oui, mais pas esseulée. Il y a dans ma solitude une densité nouvelle, une forme d'accord avec le monde. J'ai compris, à force, que la paix ne vient pas des autres. Elle vient du moment où l'on cesse de vouloir se justifier. Parfois, le soir, je relis mes carnets. Le vert, d'abord celui de la douleur, des preuves, des dates, puis le bleu, celui du recommencement. Je vois, en tournant les pages, l'évolution de mon écriture, au début serrée, tremblée, presque apeurée, puis, peu à peu, ample, calme, posée, comme si ma main avait appris à respirer en même temps que mon cœur. Je relis ces phrases que j'avais tracées sans mesurer leur portée. Ils ont commencé à ranger ma mort. Je ne suis pas née pour qu'on m'efface doucement. Rendre à la dignité sa signature. Je les relis sans larmes. Ce ne sont plus des blessures. Ce sont des repères. Chaque phrase me rappelle une victoire pas contre eux, mais contre la peur. Il m'arrive, certains soirs, de repenser à ce Noël. À la table, au rire, au balai jaune posé contre le mur. Je revois la scène comme une photo jaunie. Les visages, les gestes, la lumière un peu trop blanche. Je ne ressens plus la brûlure de l'humiliation. Je ressens autre chose, une gratitude étrange, parce que c'est ce ridicule cadeau, ce balai pour s'occuper, qui a déclenché tout le reste. Ce fut le signal, l'étincelle, la petite offense qui a révélé la grande trahison. Sans ce rire-là, je ne me serais être jamais réveillée. Aujourd'hui, le balai est toujours là, dans mon placard, au fond, derrière les sceaux. Je l'ai gardé comme on garde une pièce d'un vieux procès, un objet témoin. Il ne me fait plus honte. Il me fait sourire. Il me rappelle que la moquerie, quand elle tombe sur quelqu'un de patient, peut devenir une arme à retardement. Je ne hais personne, ni Lucie, ni même mon fils. La haine use la peau et le souffle. Je préfère la lucidité, elle pique, mais elle éclaire. Je crois qu'ils ont compris, d'une manière ou d'une autre. Ils ne me demandent plus rien. Ils m'envoient parfois une carte, une photo des enfants. Je réponds sobrement, sans rancune. Ce qui doit se taire se tait, ce qui doit rester se dépose. Quand je marche le matin sur la plage, je croise d'autres femmes de mon âge. Elles vont lentement, la tête droite, les yeux dans le vent. Parfois, l'une d'elles me salue, et je devine, dans ce simple geste, quelque chose comme une reconnaissance muette. Nous nous ressemblons, ces femmes et moi. Nous avons traversé les mêmes effacements, les mêmes renoncements. Et nous savons désormais que la vieillesse n'est pas une extinction, c'est une vérité qui s'éclaire. Je pense souvent à toutes celles qu'on a aidées à se simplifier, celles qu'on a reléguées dans des coins propres, qu'on a dépossédées avec des sourires polis, celles qui ont cru bien faire en se taisant jusqu'à disparaître. J'aimerais leur dire que le silence n'est pas forcément une tombe, qu'il peut devenir un outil, un scalpel, précis, invisible, une manière de poser le monde à sa juste place. Je me surprends parfois à parler seule, à haute voix, non pour combler le vide, mais pour donner une existence à ce que j'ai appris. Je dis, « Tu vois, Pierre, la vie a continué sans bruit. » Et j'imagine sa réponse, tendre et tranquille.
Je te l'avais dit, Madeleine. Le mal n'aime pas les gens qui prennent des notes. Alors je ris, doucement. Je reprends une gorgée de tisane, je ferme les yeux. J'écoute le vent. Et dans ce vent, j'entends ma propre voix d'autrefois, celle qui tremblait encore de peur. Elle me semble loin, presque étrangère, mais je l'accueille comme une amie revenue de très loin. Il m'arrive encore de recevoir des appels. Une voisine, une cousine, une amie d'enfance. Elles me disent « Tu as eu du courage ». Je réponds toujours la même chose. Non, j'ai eu de la mémoire. Parce que c'est la mémoire qui sauve pas la force, ni la colère. C'est la mémoire qui empêche qu'on nous refasse le coup du « c'est pour ton bien ». Je vis simplement. J'écris encore un peu. Je prends soin des petites choses. Mes plantes, ma lampe verte, mes livres. Tout cela, c'est ma revanche tranquille. Une revanche sans vainqueur ni vaincu. Une revanche qui ne détruit rien, mais qui remet tout à sa place. Et ce soir, tandis que la mer s'endort, je sens que je peux enfin refermer le chapitre. Je ne veux plus que mon histoire soit celle d'une humiliation. Je veux qu'elle soit celle d'une reconquête silencieuse, méthodique, tendre. Je me lève, je range mes carnets dans le tiroir du bureau. Je caresse le cuir, je souffle la poussière. Et avant d'éteindre la lampe, j'écris encore une dernière phrase, sur une feuille libre. Une phrase pour celles qui, un jour, tomberont sur ces pages et se reconnaîtront dans mes mots. À toutes les femmes qu'on a un jour fait taire au nom de la modernité, de la politesse ou du confort. Souvenez-vous, votre silence peut être un refus, votre calme peut être une arme, votre dignité peut être un cri que personne n'oubliera. Je repose le stylo. Je ferme la fenêtre. La mer s'étire dans la nuit, immense et tranquille. Et je me dis que, oui, tout est à sa place, enfin. Le silence peut aussi être une forme de justice.